Laurent Jacobelli, qui va nous rejoindre au pupitre et qui représente le candidat de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous de nous avoir invités. Bonsoir à toutes et à tous. Le très difficile honneur d'être le dernier. Oui, je sais. Vous voyez que la salle se dissipe un tout petit peu, donc c'est normal. Essayez de la maintenir. D'accord. Alors, je mettrai quelques petits pièges dans mon discours pour voir si tout le monde écoute. Non, rassurez-vous. Tout d'abord, je crois qu'il y a un petit mouvement au fond, je vais attendre. Bien. Tout d'abord, laissez-moi vous dire à quel point je suis heureux d'être ici et d'avoir répondu à votre invitation au nom de Nicolas Dupont-Aignan. Heureux de pouvoir enfin parler d'un vrai sujet de fond, essentiel pour notre avenir et l'avenir des générations futures dans cette campagne électorale. Car il ne vous aura pas échappé que même si nous sommes à 40 jours du premier tour de scrutin, le fond est extraordinairement absent de nos débats. Nous en sommes malheureux, puisqu'on est malheureusement plus occupé à parler d'affaires judiciaires, de querelles de clans ou d'affaires privées. Merci donc pour cette occasion trop rare d'exposer le programme de Nicolas Dupont-Aignan sur la santé, un programme qui a été élaboré proche du terrain, avec des experts. Ce qu'on appelle des experts, ce sont des médecins, des pharmaciens, des mutualistes, des infirmiers et bien sûr des groupements de patients qui ont élaboré un programme précis pour mettre la santé au cœur de nos préoccupations et de nos propositions. En effet, le rôle premier d'un président de la République doit être de tout mettre en œuvre pour rendre notre nation toujours plus forte, bien sûr, plus soudée et plus juste, et d'améliorer le sort, le bien-être de chacun de nos concitoyens, et singulièrement des plus faibles. En matière de santé, cela pourrait se traduire par la réponse à ces deux questions. La France est-elle en pointe en matière de santé? Première question. Et deuxième question, chaque génération sera-t-elle en meilleure santé que celle qui la précède? Ce sont ces deux objectifs qu'un président de la République doit suivre. Force est de constater que les faits nous imposent de douter de la réponse à ces deux questions et de réagir très vite pour sauver notre modèle de protection sociale. Après un quinquennat qui aura fait beaucoup de mal aux professionnels de santé et qui aura éloigné chaque jour un peu plus les citoyens des soins, il est temps de réagir et de proposer une politique ambitieuse pour que la France redevienne le pays admiré qu'elle était pour l'excellence de ses soins, l'originalité de son système de protection sociale et l'efficacité de la santé en général. Vous avez vu défiler à cette tribune, et je sais que je suis le dernier, vous êtes donc probablement un peu fatigués, un certain nombre de représentants des candidats. Vous aurez alors constaté qu'il y a à peu près 3 manières d'envisager le sujet. La première est une vision purement comptable. Pour respecter les grands équilibres budgétaires, parfois imposés par Bruxelles, certains considèrent la santé comme une dépense superflue, un luxe, qui doit servir de variable d'ajustement dans le budget de la nation pour obtenir finalement le diplôme du meilleur élève en termes de ratio. C'est selon nous une analyse à courte vue. La santé n'est pas une dépense, la santé n'est pas une perte comptable, la santé c'est une richesse, un investissement et surtout un devoir. Pour les services publics, bien sûr, à garantir. La deuxième est une vision idéologique, ultralibérale. Il faut privatiser la santé. C'est un bien marchand comme un autre. Moins de services publics, plus d'assurance privée, moins de justice sociale, soit, mais plus de profit. La proximité, d'ailleurs, de certains conseillers venus de grandes compagnies d'assurance, parfois pourrait expliquer cette chose. La troisième vision, qui est, selon nous, la vision traditionnelle, gaulliste, qui a valu la création de la sécurité sociale en 1945, c'est une vision généreuse, responsable, sociale, que je qualifierais donc de gaulliste. Chaque citoyen doit pouvoir avoir accès aux meilleurs soins, quel que soit son âge, son milieu, sa profession ou le lieu où il habite. Une nation, je l'ai dit, c'est un ensemble où chaque membre mérite la même attention. Après ce préambule, nous allons essayer d'entrer un peu plus précisément dans les mesures. Pour respecter ces conditions, nous pensons qu'il y a plusieurs pistes qu'il faudra explorer en un quinquennat, voire deux. Car, désolé pour ceux qui attendaient ça, mais pas de baguette magique. C'est un travail de longue haleine que de réparer les méfaits qui ont été faits depuis, au moins une décennie. Tout d'abord, nous verrons comment assurer des soins de proximité sur l'ensemble du territoire.
Ensuite, comment améliorer la qualité des soins et surtout mettre l'accent sur la prévention. Troisièmement, garantir l'égalité des Français devant la santé dans des conditions de financement public maîtrisées. Puis, une politique de médicaments ambitieuse et indépendante. Tout d'abord, il est important d'offrir à tous nos concitoyens la possibilité d'avoir accès aux soins où qu'ils vivent. Je pense que toute cette journée, vous avez eu beaucoup de statistiques, alors je ne vais probablement pas vous noyer avec, mais un tiers des Français sont à plus de 30 minutes du premier généraliste. Vous savez que l'inégalité des territoires est flagrante. Entre le cœur des grandes villes et le centre et la France des territoires, la densité médicale varie d'un rapport de 1 à 4. Dans ces circonstances, il n'y a pas d'égalité. Pour cela, ça peut paraître évident, mais il faut plus de médecins, plus de praticiens. Et cette vision absurde qui est qu'en limitant le numerus clausus à un niveau faible, il y aura moins de généralistes, donc moins de malades, donc moins de maladies, donc moins de remboursements, est une vision purement théorique dont on voit bien dans les faits qu'elle n'est pas réaliste. Les effectifs de certaines professions de santé baissent de façon dramatique. Ainsi, depuis 2007, en 10 ans, la France compte 10% de médecins généralistes en moins. Est-ce une fatalité au moment où la population vieillit, où les maladies de longue durée sont de plus en plus fréquentes? Est-ce logique d'être dans cette situation? Évidemment, la réponse est non. Dans de nombreuses zones, les délais d'attente pour avoir un rendez-vous chez un médecin sont improbables, incroyables. Alors j'ai quelques exemples, 168 jours pour un ophtalmo dans le Finistère par exemple, ou 154 jours en Seine-et-Marne. Bon, ce n'est pas une réponse adaptée aux besoins croissants de santé de nos concitoyens. La crise de la médecine est bien sûr globale, elle touche d'abord la médecine libérale, qui en effet croule sous la lourdeur administrative, les contraintes financières, comme le prix du bâti, les loyers, avec des prix de praticiens les plus bas parmi les tarifs européens. Il faut donc remédier à tout ça, surtout qu'il y a un besoin. On s'aperçoit par exemple que même si on a un numerus clausus à 7500 par an, on fait venir 2500 praticiens de l'étranger. C'est absurde. Quand des jeunes en France veulent apprendre ce beau métier, on leur interdit. En revanche, on fait venir des médecins principalement, notamment de Roumanie. Il y a même des Français qui vont faire leurs études en Roumanie pour pouvoir revenir ensuite en France, faire le métier dont ils rêvent, alors que des patients, eux, attendent un meilleur service. Pour lutter contre ce désert médical, cette inégalité territoriale, et pour offrir à chaque Française, à chaque Français, les soins qu'ils méritent, où qu'ils vivent, nous proposons un certain nombre de mesures concrètes. La première, augmenter le numerus clausus pour atteindre au minimum, et de manière évolutive, 10 000 praticiens par an. Deuxièmement, permettre aux médecins s'établissant dans les déserts médicaux de bénéficier de diminutions importantes, autour de 15 à 20% des cotisations URSSAF. Ce sont donc des mesures incitatives et pas coercitives, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire bien son métier. En revanche, on peut l'inciter en créant un cadre favorable. Ensuite, même si la politique des maisons de santé a de très bons côtés, c'est devenu une politique un petit peu à la mode et on s'aperçoit que certaines communautés d'agglomération font un peu la guerre et la course à la maison de santé après avoir fait celle des salles des fêtes. Il faut s'assurer que les investissements en maison de santé sont bien répartis dans le territoire et ne donnent pas lieu à des dépenses superflues. Ensuite, il faut utiliser tous les moyens à notre disposition pour faire en sorte que, du patient au médecin, la réponse et la rapidité de réponse soit la plus simple, la plus rapide, et dans les zones sous-médicalisées, utiliser tout ce que la technique nous offre. On vous aura, j'imagine, déjà parlé du télédiagnostic, Nous étions, il n'y a pas si longtemps, avec une fédération de pharmaciens qui nous disait que, puisque le réseau de pharmacie est encore un peu plus vigoureux dans les territoires que le réseau de praticiens, ils proposaient qu'on puisse installer chez eux des systèmes de vidéoconférence avec des médecins pour faire, pas vraiment des diagnostics totaux, mais en tout cas pour soigner un petit peu la bobologie.
un certain nombre de systèmes, comme par exemple la délocalisation de médecins une fois par semaine des grands centres vers les territoires pour faire des consultations ou des voitures médicales qui se baladent dans les territoires, toutes ces solutions doivent être soutenues par le gouvernement, favorisées, mais ne seront bien sûr que des appuis à l'installation de nouveaux généralistes et de nouveaux praticiens dans les territoires. Il faut ensuite améliorer la qualité des soins et mettre l'accent sur la prévention. Vous le savez, puisque c'est un domaine que vous connaissez bien, les maladies chroniques explosent. Nous avons des indicateurs et les statistiques nous montrent que les affections de longue durée ont explosé en 20 ans. Elles touchaient 3,7 millions de personnes en 1994 pour toucher à peu près 10 millions aujourd'hui. Il faut donc réagir à ce nouveau défi. Ce défi est lié bien sûr au vieillissement de la population. Il faut donc prévenir au maximum, autant que l'on peut le faire, ce genre de maladie en faisant très attention aux normes sanitaires, écologiques, environnementales, en faisant toutes les études possibles sur les ondes notamment, pour éviter en amont que toutes ces nouvelles maladies liées aux progrès technologiques, liées à nos progrès de consommation et de mode de vie, soient endiguées, contrôlées de manière préventive. Il faut aussi lutter contre une qualité de soins qui se dégrade. Vous connaissez parfaitement la situation, je ne prendrai qu'un seul exemple. C'est le taux d'équipement en IRM. Ainsi, en Centre et Bretagne, le taux d'équipement est parmi les plus faibles, inférieur à 11 IRM par million d'habitants. Les délais sont parmi les plus élevés, pratiquement 50 jours pour pouvoir avoir son examen. Tout cela n'est plus acceptable. Sachez que depuis 2015, c'est-à-dire en 2016, puisqu'on a une année de recul, les taux d'attente ont encore augmenté. Or, dans la société dans laquelle nous vivons, une société de progrès, une société qui se dit sociale, dans un monde qui se veut prendre soin des plus faibles, il n'est pas tolérable que l'accès aux soins s'éloigne toujours plus dans le temps et dans l'espace. Enfin, la médecine scolaire a été totalement abandonnée. Or, l'école a un vrai rôle à jouer, tout d'abord dans la prévention, bien sûr, avec des cours adaptés, mais aussi pour détecter les premiers symptômes de maladies, qu'elles soient de petites maladies ou des maladies à plus long terme. Sans cesse, le nombre de médecins scolaires a baissé et en 2015, à la rentrée scolaire, il y avait pratiquement 300 postes vacants, c'est-à-dire, dans 300 écoles, un manque de médecins scolaires. On le voit en termes de prévention, de qualité des soins, d'accessibilité des soins, la France régresse et avec Nicolas Dupont-Aignan, nous ne pouvons pas tolérer cette régression en matière de santé. C'est pour ça que nous proposons les mesures suivantes. Tout d'abord, je l'ai dit, mettre l'accent sur la prévention. Les nouvelles technologies nous permettent de dépister au plus tôt un certain nombre de maladies et de conseiller les patients en amont, avant même leur rendez-vous avec le médecin. Les patients mieux informés, acteurs de leur propre santé, qui s'appuieront donc sur des nouvelles technologies pour suivre leur état de santé avec des objets connectés, avec comme relais, nous l'avons dit, dans les petits territoires, les petites communes, la pharmacie. Il faut rembourser à chaque Français âgé plus de 40 ans des bilans de santé réguliers, une fois encore, pour dépister au plus tôt les maladies. Il faut dispenser des cours de santé, alors évidemment, pas des cours de médecine, mais des cours de santé, d'alimentation, de sport aux plus jeunes et les prévenir des dangers de la malbouffe. Est-ce que vous saviez, par exemple, que dans les zones d'éducation prioritaire, les enfants sont beaucoup plus soumis aux problèmes d'obésité et ont une hygiène bucco-dentaire largement déficiente par rapport aux autres enfants? L'école, on le voit bien, peut être un rempart aux inégalités sociales en matière de santé. Il faut bien sûr promouvoir le principe de quali-sécurité afin d'élever le niveau des productions européennes vers ce qui se fait de mieux en étant
toujours très exigeants sur la qualité, et c'est pour ça notamment, je fais un petit écart sur le sujet, mais nous sommes vent debout sur un certain nombre d'accords transatlantiques avec le Canada ou les États-Unis, c'est parce que des produits que nous interdisons sur notre sol, parce que nous estimons qu'ils représentent un danger pour la santé, demain ces accords nous obligeront de les accepter quand ils viendront des États-Unis ou du Canada. C'est-à-dire que nous importerons ici même de la malbouffe qui sera malheureusement susceptible de créer de graves problèmes de santé chez nos plus jeunes. Il faut ensuite relancer la recherche médicale publique, doubler les subventions de l'INSERM, oui, vous avez bien entendu, doubler, parce que nous pensons que la recherche, c'est d'abord l'espoir de guérison pour demain, et c'est un devoir que nous avons envers de nos concitoyens, mais c'est aussi la chance de faire rayonner la France, comme elle l'a longtemps fait, en matière de recherche médicale et médicamenteuse. Il faut ensuite, et ce sera mon troisième point, garantir l'égalité de tous les Français devant la santé dans des conditions de financement maîtrisées. Aujourd'hui, trop de Français renoncent à des soins pour des raisons budgétaires. Certains préfèrent garder des problèmes de vue, des problèmes d'ouïe, préfèrent avoir des problèmes de dentition non soignés que de mettre à mal un budget toujours plus serré à cause du matraquage fiscal, du chômage. Je ne vous fais pas le détail des problèmes économiques de notre pays. Contre ce phénomène, la solution ne peut pas être la privatisation totale ou partielle, assumée ou sournoise, de notre système de protection sociale. Comme le général de Gaulle l'avait voulu, comme l'humanisme et la solidarité l'exigent, notre système de sécurité sociale doit rester un système solidaire qui profite aussi bien aux plus faibles qu'aux plus riches. Comment peut-on imaginer qu'en France, dont le modèle social, je le rappelle, de protection sociale, je le rappelle, a longtemps été admiré de nombreux pays européens, mais même de certains aux États-Unis ou au Canada, comment peut-on faire qu'un système à deux vitesses semble se profiler? Certains candidats avaient même évoqué des remboursements partiels, une privatisation partielle avant de faire marche arrière, mais ça montre bien qu'aujourd'hui, on prend le problème à l'envers. Au lieu de se dire « où est-ce que je peux faire des économies ?», la question devrait être « comment est-ce que je peux faire face au vieillissement de la population et à la prolifération des maladies de longue durée ?» Quand je vois d'ailleurs que certains proposent un Ondam à 1,75%, mais c'est totalement hors sol. Avec l'âge de nos concitoyens et toutes les maladies qu'il y a, c'est au minimum 2,5% qu'il nous faudrait selon les calculs de nos experts. Et je ne parle pas en plus de l'accord national interprofessionnel, qui est une mesure totalement injuste et discriminante. Vous le savez bien, depuis le 1er janvier, excusez-moi, la couverture santé pour tous les salariés, mais il n'y a pas que les salariés aujourd'hui qui ont besoin d'être soignés. Les plus anciens, ceux qui sont sur le bord de la route, doivent eux aussi profiter des soins généralisés. Il faut donc très vite prendre des mesures, là encore, sur ce point. Tout d'abord, améliorer le remboursement des soins dentaires de base et les rembourser à 100%. Rembourser à 100% les paires de lunettes tous les 4 ans. Rembourser à 100% les prothèses auditives tous les 5 ans. Il faut élargir les conditions d'accès à la CMU pour les plus de 65 ans, afin que nos aînés ne soient pas abandonnés faute de soins. Ensuite, nous ne pourrons pas avoir un système de santé performant, des patients comblés, si les praticiens, les médecins, les infirmières, les pharmaciens estiment être les laissés-pour-compte de la République. D'abord, on l'a un peu évoqué brièvement, le cadre administratif est devenu extrêmement lourd, intolérable, ingérable pour la plupart. Un médecin, ce n'est pas un contrôleur de gestion. Un médecin, c'est quelqu'un qui donne son temps pour la santé des malades, pas pour remplir des paperasses. Le tiers payant généralisé, par exemple, est une folie. Que ceux qui veulent l'appliquent est une bonne chose. L'imposer à tous, sans
faire attention au nombre de patients vus par jour, aux conditions d'exercice, c'est une mesure purement idéologique et démagogique. Alors, je vois que le temps défile, donc je vais essayer d'être un peu plus succinct. Nos mesures pour améliorer le sort et la condition de travail de nos personnels médicaux, en dehors de la fin du tiers payant. Il faut revaloriser à 35 € le montant de la consultation médicale pour les généralistes. Il n'y a pas de raison qu'en France, ce montant soit notablement inférieur à ce qu'il est dans d'autres pays européens. Nous l'avons dit, il faut fixer une progression raisonnable de l'ONDAM, mais raisonnable non pas au sens comptable, raisonnable au sens de notre démographie et du niveau de soins que nous voulons prodiguer à nos concitoyens. Je l'ai dit, un minimum de 2,5 points. Il faut enfin simplifier, dématérialiser les tâches administratives pour les médecins, améliorer la couverture sociale des praticiens de santé féminins en congé maternité, augmenter les effectifs des aides-soignants et des aides médicaux psychologiques en EHPAD. Bref, toutes ces mesures, qui sont des mesures de bon sens, viennent en contradiction de l'ensemble de ce que nous vivons depuis au moins un quinquennat. Enfin, alors j'ai le choix entre deux sujets, mais je vais quand même faire un petit point sur la dépendance et la fin de vie, parce que c'est le grand défi qui nous attend. Et nous sommes très mal armés face à cette question. Aujourd'hui, en France, nous avons à peu près 8 millions d'aidants qui, au quotidien, vivent avec une personne en fin de vie, une personne dépendante. 70% de ces aidants déclarent n'avoir aucune vie privée et dédient l'essentiel de leur temps, en dehors du travail, à la personne dont ils s'occupent. Ces aidants, ils sont utiles bien sûr aux proches dont ils s'occupent, mais ils sont utiles à l'ensemble de la société. Quand quelqu'un s'occupe de vous, c'est un confort psychologique et donc moins de recours à des médicaments, moins de recours à des structures spécialisées, souvent très coûteuses et qui coûtent à la collectivité nationale. Et c'est surtout un peu de liant, un peu de chaleur, qui sont des notions qui malheureusement ont été oubliées dans la manière dont on voit aujourd'hui la protection sociale. Et donc j'aimerais décliner auprès de vous simplement 3 axes pour aider les aidants et essayer d'accompagner la dépendance. Tout d'abord, favoriser au maximum le maintien des personnes âgées à domicile. Le coût de cette politique est bien moindre que l'hospitalisation ou le séjour en EHPAD. Il est beaucoup plus humain et beaucoup plus digne. Doter les EHPAD aussi de moyens de fonctionnement permettant aux résidents de vivre dans de bonnes conditions, en augmentant les effectifs, en assurant la présence d'infirmières jour et nuit dans l'établissement. Et enfin, aider les aidants sous forme d'avantages fiscaux, parce qu'il n'y a pas de raison, ils apportent à la communauté doit les aider et les soutenir. Voilà, j'ai été un peu long. Je ne sais pas s'il me reste 5 minutes, questions comprises, ou 5 minutes en tout. Alors j'aimerais juste terminer ce discours en vous disant que oui, notre protection sociale a longtemps été un modèle. Oui, aujourd'hui, de nombreux signes nous montrent que nous avons abandonné cette exigence solidaire et sociale. Nous pensons avec Nicolas Dupont-Aignan que la santé n'est pas une marchandise. Nous pensons que la santé, c'est un bien commun qu'il faut chérir. Alors, ne laissons pas les gestionnaires, les politiciens, détruire ce que le général de Gaulle, avec beaucoup d'autres, avait créé dans la cohésion, avec des communistes, avec des gens de tous bords, après la Deuxième Guerre mondiale. La santé mérite qu'on se batte pour elle. Il ne faut pas baisser les bras et ne pas écouter le discours de ceux qui disent que, faute d'argent, il faut jouer avec la santé des Français. C'est une priorité et c'est un des grands enjeux de la prochaine élection présidentielle. Merci Laurent Jacobelli. Je vous propose de venir ici pour quelques petites questions. Nous sommes en retard sur le programme. D'abord, ne vous formalisez pas, les gens ne sont pas partis parce que c'était vous qui interveniez, mais c'est parce que beaucoup d'entre eux, venant de toute la France pour pouvoir assister à cette journée, doivent reprendre des cars et c'est pour ça qu'ils sont partis. Donc, excusez-les pour ce départ pendant votre intervention. Alors, 2 ou 3 petits mots. D'abord, comment on fait pour revaloriser à 35 € les généralistes ? Alors, c'est une bonne question.
Alors, je vais vous répondre d'une manière générale, parce que je pense que vous allez m'en poser d'autres sur le financement d'une manière générale, comment on fait. On prend toujours le problème du financement de l'assurance maladie, de la sécurité sociale ou des soins de santé par le petit bout. C'est-à-dire, on se dit, voilà où sont les recettes de l'État aujourd'hui, et donc voilà où on va faire des coupes claires pour essayer de grignoter un peu d'argent. La politique de santé, c'est une partie d'un programme beaucoup plus vaste. Et nous avons une politique que je ne vais pas détailler là, ce n'est pas le lieu, mais de relocalisation de 2 millions d'emplois en accent sur le Made in France, sur la priorité des entreprises françaises pour les contrats des collectivités, etc., etc. Mais donc, cette création d'emplois en France par le Made in France générera des recettes par le système de contribution. Une fois encore, tous ceux qui vous disent « aujourd'hui, il n'y a plus d'argent, il faut couper », ont démissionné. Ils imaginent que la France n'aura plus jamais de croissance, que la France ne repartira pas. Or, comment peut-on aujourd'hui être candidat à l'élection présidentielle si on est dans cette optique-là? Nous avons mis les moyens économiques en place pour recréer de la richesse et de la croissance en France, pour faire diminuer le chômage, et donc, de manière générale, pour pouvoir subventionner tout le programme de santé que nous avons expliqué au trait aujourd'hui. Mais tout de même, si cette croissance ne redémarre pas, ce qui pourrait arriver, si la question économique que vous espérez, la situation économique que vous espérez n'intervient pas, ce programme-là n'est pas applicable en l'état. C'est-à-dire qu'il faut attendre le redémarrage de la situation économique pour que ce programme puisse trouver son ampleur, pourrait-on dire. Alors, si vous aidez les aidants, par exemple, comme vous l'espérez, si vous ouvrez des lieux pour pouvoir permettre que les déserts médicaux soient moins importants qu'ils le sont aujourd'hui, etc., tout ça, ça a un coût. Alors, je sais bien que vous ne voulez pas entendre parler de coût, parce que, effectivement, ça n'est pas dans le programme de Dupont-Aignan, mais néanmoins, il y a tout de même cette question-là. Alors, c'est une bonne question, et vous imaginez bien que nous l'avons prévue. J'imagine, j'espère en tout cas. Même si nous sommes persuadés que notre programme économique réussira. Mais je vais vous passer tous les détails. Notre programme coûte à peu près 17,5 milliards. Nous avons, grâce aux économies liées à la prévention, grâce à l'économie sur les médicaments, je n'ai pas pu tout vous détailler là, grâce aux économies faites grâce aux aidants, plus une redéfinition d'un certain nombre d'aides médicales, nous pouvons faire une économie de 10,5 millions. C'est-à-dire que sur un quinquennat, c'est un coût supplémentaire de 7 milliards. 10,5 milliards. Vous avez dit 10 millions? C'est 10 millions? C'est des milliards. Si j'ai 10 millions à un moment, vous avez rectifié de vous-même. Voilà. Vous êtes fatigué, moi aussi. Donc c'est un coût net. S'il n'y a aucune croissance économique, de 7 milliards sur 5 ans. Ce qui est, entre nous, tout à fait abordable. Et puis, il faut savoir aussi où on définit nos priorités. Comment on définit nos priorités? Est-ce que la santé des Français n'est pas une priorité? Moi, je pense que si. Et avec Nicolas Dupont-Aignan, en tout cas, nous le mettons au cœur de nos priorités. Eh bien, je vous remercie. Nous arrivons... Le décompte est terminé. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli. Merci de votre attention à tous. Le programme de Nicolas Dupont-Aignan.